Voilà. Coucou Céline. Alors fais-moi signe si tu m'entends bien. Normalement, j'ai mis toutes les options. Coucou tout le monde. J'attends encore un peu. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous êtes là? N'hésitez pas, vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez. Nabila, je pense que c'est la première fois que je te vois ici. Oui, bonsoir Céline, bonsoir tout le monde. Je sais pas si vous Bonsoir. m'entendez? Oui, Oui, parfait. super. Oui, c'est la première fois. Et j'avais déjà, vu d'autres, ateliers où je voulais participer, mais pas possible, faute de temps ou parce que j'étais au boulot ou autre. Donc voilà, D'accord. ça m'arrangeait, Super. et puis le thème surtout m'intéresse évidemment. Ouais, d'accord. Bah, bienvenue. Qu'est-ce que Merci tu beaucoup. fais dans la vie comme travail? Dans quel milieu Alors tu es? alors moi je travaille dans le secteur de la presse, presse, professionnelle spécialisée, donc sur abonnement, hein, spécifiquement, pas D'accord. forcément grand public. Et donc voilà, je suis correctrice, sur ce poste et maquettiste, donc je m'occupe de la mise en page, de la relecture des textes, de l'editing, voilà. Bah, parfait. Merci. C'est la première fois que je crois que j'entends quelqu'un me dire qu'elle est dans le milieu, dans ce milieu-là. Oui? Oui. Vous avez pas eu Ma encore de OK. non, non, souvent j'ai Au des niveau personnes qui sont dans le social ou dans l'informatique ou ah oui? des choses, voilà un peu plus, je D'autres saurais pas secteurs. trop dire. D'autres secteurs, oui. Oui, oui, oui. Après c'est vrai que la presse, c'est très particulier. Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de formations d'ailleurs de ce type, d'atelier, dans notre secteur, c'est pas forcément non plus très répandu. Mmh. Martine, bienvenue. Cyril. Si c'est la première fois que vous êtes parmi nous, n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour me dire, bah, où est-ce que vous êtes, dans quel milieu vous travaillez, vu qu'aujourd'hui on va parler de travail. Oui, bonsoir. Bonjour. Ah, bah, Martine après Céline. Martine après Céline. Donc moi, c'est Martine. Donc je suis en région parisienne et moi, je travaille dans la finance compta. Donc voilà. D'accord. Et Céline, du coup? Oui, bonsoir. Donc, moi, je travaille en QSE, qualité, sécurité, environnement, et en général, j'ai plutôt des missions court terme de quelques mois. D'accord. Eh ben, Voilà. parfait. Ça me donne une idée. Je vous pose la question tout simplement parce que moi, je ne vois que des noms. Et donc, ça me permet quand même de savoir, voilà, dans votre contexte, en fait. Parce qu'évidemment, ça, c'est un peu différent, que ce soit dans le privé ou dans le public. Donc, ça me permet aussi d'ajuster. Il y en a qui arrivent aujourd'hui. Je suppose le sujet intéresse beaucoup. Ah oui. Euh, alors, voilà. Bah, je pense qu'on va commencer tout doucement. Et puis, s'il y en a qui arrivent au fur et à mesure, je les ferai rentrer dans la session. Et puis voilà. Alban est là aujourd'hui. Super. Alban, qui est la co-créatrice du groupe. Alors, Alban, s'il y a jamais besoin de modérer, je te laisse avoir un œil aussi, jeter un œil. Alors,
Je vais enregistrer la session pour les personnes qui voudraient voir le replay. Oh, c'est déjà en train d'enregistrer. Bon, bah, parfait. Alors, pour les personnes qui sont là pour la première fois et qui ne me connaissent pas encore très bien, ou pas du tout simplement, je m'appelle Sonia et j'ai travaillé pendant 6 ans comme ingénieure chimiste dans des groupes industriels. Et aujourd'hui, je suis devenue médiatrice et j'enseigne notamment la gestion de conflits et toutes les soft skills en fait nécessaires à acquérir ce genre de compétences. Donc, les meet-up que je propose, c'est pas quelque chose de très différent que ce que je fais en fait avec mes clients, sauf qu'évidemment, je rentre pas en profondeur dans ces meet-up-là. Je donne pas forcément d'exercices, non, je donne pas d'exercices. Je fais pas de feedback sur des cas très particuliers ou individuels, donc ça reste assez général. Mais le contenu est d'une introduction à ce que je développe ensuite moi à travers mon cours qui est sur 6 mois ou avec un suivi client, quoi. Alors aujourd'hui, un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai été concernée, c'est de gérer des situations avec des personnes qui sont ce qu'on pourrait caractériser de difficiles au travail. Déjà, difficile au travail, tout simplement, avant de rentrer vraiment un peu dans le truc, qu'est-ce que ça veut dire être difficile ou pas? C'est déjà, si vous vous sentez pas bien au travail à cause d'une ou plusieurs personnes, c'est déjà une question là à se poser. Est-ce qu'il y a une personnalité difficile, dans ces personnes-là? Les personnalités difficiles, maintenant, moi, de ce que je vais en parler de ces personnalités difficiles, ça va être des collègues, des collaborateurs, des supérieurs, des membres d'équipe, si vous êtes vous-même manager, qui vont vous donner du fil à retordre, en fait, qui vont critiquer, qui vont donner des rumeurs, des ragots, qui vont toujours juger, qui vont spammer votre boîte mail, qui vont ensuite ne pas respecter certaines règles, qui vont toujours contester, qui vont toujours dire mais moi je sais mieux. Voilà, tout ça, ça peut être des personnalités difficiles. Donc il y a peut-être des choses déjà dans lesquelles vous pouvez reconnaître une situation, quelque chose qui va faire écho pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des attitudes comme ça qui font écho en vous. C'est des personnes aussi hypocrites. Alors, je sais que dans le milieu hospitalier notamment, ça peut être très tout ce qui est milieu social et hospitalier. Ma mère étant assistante sociale, je sais que ça peut être très compliqué. Tout ce qui va être justement mauvaise langue, tout ça, ça fait partie en fait de ce qu'on va caractériser là, dans le cadre de ce meet-up-là, comme personnalité difficile. Au niveau de tout ce qui va être supérieur au niveau de la hiérarchie, on va pouvoir parler de personnalité difficile. Si vous avez un ou une supérieur qui est contrôlant, qui micro-manage, donc qui est toujours à regarder par-dessus votre épaule ce que vous faites, si vous l'avez fait à temps, etc., qui va être abusif, qui va être, je vais en parler juste après, Nabila, qui va être réactif, qui va soit être incompétent parce que mis trop tôt, trop jeune sur une position trop importante, qui va pas communiquer, etc. Enfin, qui vous rend en fait tout simplement votre travail difficile. Alors, Nabila pose la question très pertinente qui est de savoir difficile ou toxique. Alors, je pense que je ne peux que donner mon avis et je vous encourage dans tout ce que je dis de toute façon à faire appel à votre esprit critique et vous ne pas gober tout ce que je dis, mais de prendre ce que je dis, prendre ce qui vous parle, de laisser ce qui vous parle pas, et dans tout ce que je dis qui vous parle, de vous questionner. Tiens, oui, est-ce que ça me parle, mais est-ce que c'est ce qui se passe vraiment dans ma situation, etc. Donc voilà, parenthèse, je vous invite à vraiment questionner les choses. Si tu veux, pour Nabila, pour le côté toxique, pour moi, la limite, elle est assez fine. Tu peux avoir une personnalité qui est difficile, donc ça va être un tempérament avec lequel c'est difficile
de travailler. Donc par exemple, quelqu'un qui est un peu, toujours à contrôler tout parce que c'est dans le tempérament de la personne, bon là, ça va être un peu difficile quand c'est, tous les jours au travail comme ça, de toujours être dans le contrôle, hyper vigilance en fait, ça devient un peu compliqué. Est-ce que c'est pour autant toxique pour toi, pour ton travail? Peut-être pas. Hem, à prendre comme cas général évidemment. Donc là, moi je dirais que c'est plutôt quelque chose de difficile. Maintenant évidemment, si tu vas dans quelque chose où tu as de un a pour moi toxique, il y a un aspect psychologique derrière si tu veux. Donc si c'est des petites actions par contre qui sont répétées, qui font qu'à un moment donné ça t'impacte psychologiquement et que tu en souffres en fait psychologiquement, que tu arrives moins à te concentrer, que tu perds confiance en toi, que tu perds de l'estime de ton travail et cetera. Là, on peut se poser la question, à mon avis, du toxique. OK? Donc ça, c'est que mon avis. Je pense que ça serait intéressant d'avoir, une psychologue un jour dans ces meet-up qui nous donne un avis un peu plus, psychologique sur l'aspect toxique. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, toxique, hein, vraiment? Parce que c'est vrai que le mot est utilisé maintenant un peu pour tout. Hem, voilà, donc la difficulté pour la petite histoire, je vais vous raconter la petite histoire pourquoi je fais ce meet-up aujourd'hui. Pour les personnes qui ont regardé qui ont lu le résumé du meet-up, l'introduction du meet-up. En fait, quand j'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieure, j'ai débuté sur un poste en Allemagne, en labo, dans une équipe, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Et j'ai mis plus de 6 mois à ce que je m'intègre vraiment. Donc se dire, quand je dis m'intégrer vraiment, ça veut dire que si, les collègues vont boire un verre le soir, bah, ils me proposent. Si, ils vont déjeuner, à l'extérieur le midi, ils me proposent aussi et cetera. Donc voilà, l'intégration dans l'équipe, ça a mis énormément de temps parce que ce que j'ai su plus tard, c'est que le chef qui venait d'arriver avant que moi j'arrive, était en fait un ancien collègue de ces personnes. Donc pour les questions, je reprendrai juste après, d'accord? Je finis juste l'histoire, je prends un petit temps de questions à la fin pour savoir, ne pas perdre le fil si tu veux. Donc du coup, j'arrive en fait à la fin, j'arrive sur ce poste qui finalement pour moi était, bah, mon 1er poste en CDI, enfin super quoi. Et puis, je me retrouve complètement ignorée par les collègues. Et c'est quelque chose qui a été compliqué en tant que jeune, en tant que nouveau sur un poste, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer. Et par-dessus, ça, en fait, ce qui était compliqué à gérer, c'était le conflit dans lequel j'arrivais malgré moi, qui était un peu cette coalition entre l'équipe et le nouveau chef qui était leur ancien collègue. Et donc il y avait un gros conflit d'intérêts à ce moment-là. Et donc, c'était comment gérer en fait, les jaloux, comment gérer le chef qui a en fait n'arrive pas à trouver sa position de chef. Enfin, c'était assez complexe quoi comme situation. Donc, il y a eu finalement ah, je vais juste mute. Il y a eu plusieurs scénarios comme ça en fait au travers de mes expériences professionnelles qui ont fait que je me suis vite rendu compte que finalement, alors quand on est manager, on apprend plein de choses, on a appris plein de choses, mais l'humain, on l'apprend pas. Comment faire face à une crise, à une situation difficile, ça, c'est pas appris. Vous faites un MBA, bah, génial sur votre CV, parfait, mais vous n'avez pas appris, l'humain. Et donc, je vous invite à vous poser la question là, j'ai entendu au début, il y avait, il y a plusieurs, secteurs d'activité, donc je vous invite vraiment à vous poser la question dans tout ce que vous avez étudié, vos études ou votre apprentissage quel qu'il soit, est-ce que vous avez eu des cours comme ça? Comment gérer la crise? C'est pour ça que je fais le meet-up aujourd'hui, entre autres. Je pense que c'est pour ça que j'ai aussi construit mon cours, hein, qui vise à ça, qui vise à apprendre à transmettre en fait, enseigner, par où à commencer pour apprendre à gérer une crise. Quelles sont les qualités humaines à développer pour savoir gérer ce genre de situation difficile dans la vie ou au travail.
Alors, il y a une question, Kaplan sur Facebook qui pose une question, donc si tu veux me la poser, tu peux me l'écrire et j'y répondrai. Alors, en attendant, je continue. Par rapport ensuite aux personnalités difficiles. Pour moi, il y a 2 cas de figure. Soit vous avez un collaborateur avec lequel c'est difficile, donc ça va être un collègue, un client, soit vous avez un supérieur. Et pour moi, un supérieur, même si vous êtes votre manager, vous avez un supérieur, et au mieux, à moins que vous soyez CEO d'une entreprise et même là, vous pouvez pas, faire n'importe quoi parce que vous avez des actionnaires, et cetera et des investisseurs. Donc selon à qui vous avez affaire, l'approche est un peu différente. Il y a des petites choses, des petites subtilités à savoir. Le principe de base est le même, mais il y a des petites subtilités. Donc ça, c'est 2 cas de figure que je vais aborder aujourd'hui, c'est comment confronter un collaborateur et comment confronter un supérieur. La difficulté évidemment, on peut pas aborder les 2 de la même façon. Je vais pas vous apprendre grand-chose. C'est qu'en gros, si vous insultez votre chef, vous pouvez éventuellement perdre votre job. À moins d'être dans la fonction publique et encore, je sais, c'est peut-être mieux protégé, mais je sais pas non plus je connais pas bien les règles là-dessus, donc je pourrais pas vous dire. Mais en l'occurrence, la réalité des entreprises aujourd'hui est ce qu'elle est, qu'on soit d'accord ou pas, c'est encore très hiérarchisé et donc il y a un niveau, on peut pas faire n'importe quoi. Et donc même si vous avez envie de secouer votre chef, de dire: «Vous faites n'importe quoi», eh ben, vous pouvez pas, vous devez rester calme, le plus stoïque possible et respectueux, respectueuse. Voilà. Même si vous voulez dire tous les noms d'oiseaux, c'est pas possible. Il y en a qui le font, hein. Après, c'est une question de choix sur votre carrière. Enfin bon. Donc, du coup, évidemment, il y a des choses qu'on peut dire si on a un différend avec un collègue qu'on connaît depuis un certain temps, où on peut se permettre peut-être de dire les choses d'une certaine façon, qu'on pourra peut-être pas se permettre de dire avec un supérieur. Et je pense que là, c'est du bon sens, tout simplement. Donc, de base, quand on règle une difficulté avec, quelqu'un qui nous pose un souci, on essaye de rester, alors j'ai envie de dire professionnel, mais évidemment on est au travail, mais c'est professionnel dans le sens où on va essayer de rester détaché de notre investissement personnel. Donc évidemment, le problème au travail, c'est que le la plupart du temps, on investit donc notre temps, notre énergie, on a des émotions et cetera. C'est normal, c'est aussi humain. Je veux dire, on n'est pas des robots dans une entreprise. Mais dès qu'il s'agit de gérer un conflit, gardez toujours en tête que si vous êtes émotionnel en train de gérer un conflit, il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas. Parce que l'essence même de vouloir gérer un conflit, c'est de se détacher. Donc c'est en ce sens-là que je dis rester professionnel. Mais ça, je le vois en détail dans mon cours justement, qui est sur 6 mois, pour arriver à se détacher comme ça d'une émotion, très contrariante, assez intense, à l'analyse d'une solution, quelque chose de concret, quelque chose de proactif. Ça, j'entraîne moi mes élèves dans ce cours-là à le faire. Évidemment, plus on le fait, plus c'est facile, plus c'est fait rapidement et cetera. C'est une gymnastique en fait du cerveau, vraiment. C'est vraiment, une gymnastique neuronale en fait, une rééducation. Cablan, je répondrai à ta question à la fin, heu, du coup, vu qu'elle sort un peu du sujet. Le Donc voilà, se détacher évidemment des émotions, se détacher, du ressenti. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas être dans l'émotion quand on est au travail. Évidemment que non. Ce que je dis, c'est de se rappeler, moi je parle dans une situation difficile, potentiellement vous avez un conflit, vous devez confronter quelqu'un. Observez autour de vous.
toutes les fois où il y a une grosse dispute, où, il y a, comme ça quelque chose d'assez conflictuel, une grosse prise de tête, observer et regarder à quel point est-ce que, là où les personnes sont dans l'émotion. Moi, je suis quasiment sûre, à 98 des cas, elles seront très émotionnelles. Parce que par essence même, quand on est dans la réaction, ça a été déclenché par une émotion déjà. Hem, alors, des petites règles de base que je vais donner aujourd'hui, donc je vais pas rentrer forcément en détail pour chaque cas de figure, mais c'est pour moi, c'est déjà intéressant de savoir si demain, je sais pas, j'ai par exemple un collègue qui m'ignore complètement et que je le prends je comprends pas, je me dis: «Mais c'est quoi son problème?» Bon, j'ai le choix entre soit j'ignore et puis je m'adapte face à cette ignorance, hein, soit si ça impacte trop mon travail, que ça me dérange et cetera, bon, bah, j'ai peut-être une décision à prendre et peut-être que ce serait bien que j'aille le voir ce collègue, ou la voir, que j'aille confronter les choses, directement. Et donc dans ces cas-là, c'est intéressant de savoir, dans les grandes règles, comment faire, en fait. Donc aujourd'hui, je vais pas développer dans le sens où c'est dans mon cours déjà que je développe, comment on dit les choses, qu'est-ce qu'on va dire, à quel moment, quels mots utiliser, quels mots éviter. Tout ça, je le développe dans mon cours. Mais aujourd'hui, je peux déjà donner des pistes, dans les grandes lignes pour confronter, que ce soit un collègue ou un supérieur. On va faire les 2 cas de figure. Alors Nabila, petite parenthèse qui nous dit quelque chose de très percutant, comme quoi c'est difficile de gérer ses émotions. Bah oui, 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 et comment en plus gérer celles des autres qui vous hurlent dessus, par exemple. Cas de figure très intéressant. La première chose à conscientiser, c'est que déjà, hem, si tu veux, la situation, moi, là, que je vois, que tu me décris, tu as, donc toi, tu as ton émotion, l'autre a son émotion et l'émotion de l'autre fait que la réaction est le cri. C'est 2 entités différentes, si tu veux. Donc il y a une interaction évidemment, mais c'est 2 entités différentes et donc la première chose à conscientiser, c'est que déjà, toi, tu n'es pas responsable de l'émotion de l'autre, encore moins du coup de la réaction qui en découle et donc en n'étant pas responsable, tu n'es pas non plus, celle qui doit gérer le cri, donc l'émotion de l'autre. OK? Donc ça, c'est déjà avant même de savoir comment gérer, la situation, parce que là, c'est pas gérer l'émotion de l'autre, c'est gérer la situation dans son ensemble. C'est déjà comprendre qu'est-ce qu'il faut gérer dans la situation, tu vois? Hem et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc qu'est-ce qu'il faut gérer dans la situation? C'est la 1re question que je t'invite à te poser. C'est pas, heu, c'est pas il y a le quoi et ensuite vient le comment. Mais c'est important de savoir parce que mon cours, moi, c'est pour ça que je l'ai construit sur 3 piliers, qui est la connaissance de soi. Moi, comment je fonctionne, pourquoi je ressens cette émotion à ce moment-là, de quoi est-ce que j'ai besoin. Ensuite, la conscience de soi et des autres. Donc, je connais mes émotions et mes valeurs et mes besoins. Ensuite, j'ai conscience que dans telle ou telle situation, je vais avoir plutôt tendance à réagir comme ceci ou comme cela, parce que je me connais. Donc je sais, par exemple, le cri, dans une situation où quelqu'un va me crier dessus, je suis en stress parce que je me connais, j'aime le calme. J'ai besoin de calme, d'interaction dans le calme. Donc je sais déjà que c'est une situation qui va me provoquer un stress. Donc j'en ai conscience et ensuite, je prends conscience de l'autre. Quand j'arrive en fait à avoir conscience de moi-même, j'arrive à conscientiser l'autre aussi et reconnaître que son émotion, son cri sont projetés sur moi, mais que ce n'est pas contre moi, OK? Et ensuite, j'arrive à comment je gère. Donc tu vois, c'est déjà un cheminement
qui est important. Si tu veux, tu me poses comment gérer la question que tu me poses, c'est le comment, mais avant ça, il y a déjà 2 étapes, tu vois? Donc c'est un peu plus complexe que je peux pas faire une réponse, toute faite, mais il y a plusieurs étapes avant d'arriver à comment gérer. Le, confronter un collègue, c'est évidemment ce que je vais dire, c'est valable un peu pour beaucoup de situations, hein. Prenez ça aussi de façon générale parce que c'est quand même valable, hem, un peu tout pour un peu beaucoup d'interactions finalement, que vous soyez même dans le cadre personnel ou privé, ce que je veux dire, ça s'applique également. Donc quand on confronte, je sais pas, en disons là, on a un exemple de cri, OK, grosse situation, voilà, qu'est-ce qui se passe? OK, donc déjà on prend un temps, OK, on recule, on essaye de pas être dans le: «Arrête de me crier dessus, gna gna gna». On prend sur soi, faut se calmer, donc on part. Hem Et puis ensuite, évidemment, c'est quelque chose peut-être qui demande à être, rediscuté. Parce qu'on ne peut pas travailler comme ça dans le cri. Il y a un dilemme, il faut pouvoir prendre une décision. Donc éventuellement, la décision, c'est: on va en reparler, plus calmement et le comportement doit changer. Donc c'est déjà d'être focus sur la situation. Ça veut dire être focus sur le fait que la personne a crié, pas sur le fait que la personne était hystérique, complètement dingo, complètement hors de soi, tout ça. Ça, c'est des jugements sur la personne. Le fait, c'est la personne a crié. Donc c'est ça, c'est hyper important parce qu'en fait, en faisant ça, on ne blâme pas ce que l'autre fait, ce que l'autre est, mais en fait, on ne blâme pas du tout. On est vraiment focus sur quelque chose de factuel. Quelque chose qui peut être assez efficace pour développer aussi l'empathie, c'est de se mettre à la place, de se mettre à la place de l'autre, d'accord, mais ça veut pas dire de se mettre dans la place, dans la vie de l'autre. Ça veut dire essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Ça veut pas dire comprendre, ça veut pas dire être d'accord et donc on peut très bien comprendre un point de vue sans forcément être d'accord. Évidemment, rester ouvert avec une attitude qui est ouverte, donc on n'est pas par exemple, si on doit discuter d'un problème, on n'est pas comme ça, tu vois? Ouais, ouais, non, ça c'est on essaye d'être les épaules, le visage, les traits, pas, comme ça, non, tout, tout parle de vous. Le visage, le corps, votre intonation, les épaules, évidemment. C'est énormément aussi, dès que vous perdez confiance, vous voilà, on se recroqueville. Donc tout va parler de vous. Le, le ton, le fait d'être très spécifique, donc d'être vraiment factuel, mais en plus spécifique. Ça ne suffit pas de dire: «La dernière fois, tu as crié sur moi». Non, c'est la dernière fois, quand? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là exactement? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Est-ce que, j'étais en train d'écrire un rapport et que ça m'a interpellée parce que ça m'a déconcentrée, que j'ai besoin de calme pour nous travailler et cetera? C'est vraiment d'être, le plus spécifique possible et évidemment, si vous avez un problème avec un un collègue, ce qui est souvent fait, quand on ne sait pas trop si on peut aller parler au collègue en question, c'est on va dire: «Moi, je vais en parler au chef». Et donc oui, on va en parler au chef, puis en fait, on se plaint un peu, même si c'est pas notre première intention, finalement, c'est ce qu'on fait. Et ça, je dis toujours un peu vigilance, de ne pas court-circuiter. Donc autrement dit, si vous avez quelque chose à régler avec un collaborateur, de ne pas aller plus haut avant d'avoir essayé de régler le problème avec ce collaborateur-là directement. Vous voyez? Ça, je l'ai entendu souvent, très souvent. Le Lis le commentaire, la personne ne s'est arrêtée que quand le supérieur est intervenu, mais parfois c'est le supérieur aussi.
je vais parler après les supérieurs. Nabila, tu veux poser une question? Je me permets d'intervenir juste 30 secondes et après je vous interromps plus. Mais là, en fait, en l'occurrence, pour préciser la situation, ça s'est passé sur un plateau. Et donc, si vous voulez, le supérieur était juste derrière. Donc, moi, j'ai tendance à dire comme vous qu'il faut régler les problèmes directement avec la personne en premier lieu. Et si effectivement, comme vous dites, il n'y a pas de solution d'aller plus haut, j'aurais jamais d'ailleurs été voir le supérieur pour ça. Mais pour tout vous dire, mais comme il était juste derrière et qu'elle n'arrêtait pas d'hurler, je pense qu'elle a été blessée dans son ego pour plein de raisons. Bon, mais à l'origine, elle s'est mêlée d'une conversation qui ne la regardait pas, qui ne la concernait pas. Donc, peut-être que dans ma façon d'arrêter la discussion avec elle, j'ai peut-être été un peu sèche, donc je vais bien reconnaître, me remettre en question que moi aussi, j'ai du travail à faire là-dessus. Mais en tout cas, voilà, juste pour préciser les choses, le supérieur est intervenu parce que là, il était dans son rôle. Clairement, elle ne se serait Oui, pas oui. arrêtée sur un plateau où on travaille avec d'autres personnes et c'était pas possible de discuter quand quelqu'un voilà, n'arrête pas de vous dire tu t'en vas, tu vas à ta place, alors que c'était pas du tout le propos, quoi. Donc voilà, juste pour préciser les choses parce que je sais que par commentaire, c'est pas évident. Voilà. Oui, bah, merci. Oui, pour la situation, alors là, on est de ce que tu me détailles, c'est pour moi, c'est encore, un niveau un peu au-dessus de juste des personnes difficiles, c'est des personnes, d'hyper conflit. Quand tu arrives à ce niveau-là, en fait, comment décrire? D'une personne qui va, en fait, ne pas être capable de se gérer. Alors, quand déjà tu es conflictuel de base, c'est difficile à se gérer, mais une personne qui, en fait, va être dans des extrêmes comme ça, une attitude qui est tout ou rien, des émotions extrêmes, ça, c'est de l'hyper conflit et ce que je raconte aujourd'hui, pour moi, a ses limites à ce niveau-là. Parce que tu peux pas aborder les personnalités d'hyper conflit, tu peux pas les aborder de la même façon qu'une personnalité juste un peu difficile. Un ado qui fait sa crise, c'est difficile. Une personne à 30 ans qui crie sur un plateau télé, là, pour moi, il y a des signes des émotions qui sont non gérées, qui sont extrêmes, tout ou rien. Et ça, pour moi, c'est de l'hyper conflit, par définition. Donc, voilà, merci d'avoir précisé parce que ça montre que c'est un autre cas de figure. J'aimerais revenir par rapport aux collègues sur des cas, par exemple, s'il y a des rumeurs. Le coup des rumeurs, c'est quand même, pour moi, c'est courant, je pense, en entreprise. Et le coup des rumeurs ou des ragots, c'est évidemment, ça attise un peu la curiosité. On se dit, ah, mais allez, raconte. Et pour moi, c'est toujours plus adapté de plutôt ne pas donner son avis pour ne pas se mettre en porte-à-faux, à moins que l'avis, l'opinion donnée vienne défendre la personne qui subit la rumeur ou le ragot. Ça, c'est les rumeurs, quelque chose qui peut devenir très conflictuel en entreprise. Évidemment, il y a toujours aussi une phrase qui peut être impactante et typiquement, bon là, si c'est le cas de Nabila, à mon avis, c'est un cas un peu particulier à gérer, mais s'il y a des personnes comme ça qui montrent des émotions un peu disproportionnées, de rappeler que c'est pas un comportement acceptable, c'est un comportement qui doit cesser. Donc de pas utiliser aussi, de pas hésiter à dire les choses telles qu'elles sont vraiment. Le coup du collègue je sais tout. Ça, je crois, je sais pas, je crois que j'en ai eu à chaque fois. Toujours, il y avait un collègue, moi je sais mieux. Je sais que ma mère en hôpital, qui maintenant a beaucoup, beaucoup de jeunes collègues, qui considèrent toujours mieux savoir, donc elle en a beaucoup des je sais tout, je crois. Donc bon, ça peut être assez courant et c'est toujours intéressant. Mon premier pilier, je vous disais tout à l'heure, c'est la connaissance de soi. Ça veut dire connaissance de soi, c'est aussi comprendre quand finalement on arrive à se connaître, on arrive à comprendre comment on fonctionne, c'est aussi comprendre l'autre. Et donc comprendre pourquoi les personnes agissent telles qu'elles agissent. Non, vous allez me dire, mais attends, il y a quelqu'un qui me crie dessus, mais j'en ai rien à faire de savoir pourquoi. Mais en fait,
Ça change tout de comprendre pourquoi. Ça va changer votre positionnement. Pourquoi est-ce que la personne m'a crié dessus? Bah, peut-être que Nadia, tu disais, elle a peut-être, réagi par rapport à ce que j'ai quelque chose qui a été dit ou quoi. Bah, il y a peut-être un truc qui a été déclenché en elle, qui fait qu'elle a eu une réaction comme ça, qui a explosé. Donc c'est pas le problème, c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai fait, c'est ta perception de la réalité qui est différente et qui a fait que ça a déclenché un mécanisme. Là, faut vous imaginer, dans votre corps, vous avez plein de rouages, comme des petits moulins à eau là, un peu partout, et la moindre, une émotion, une situation va venir engranger une émotion. Si tout se passe bien, vous êtes joyeux et tout va bien. S'il y a quelque chose qui par le passé, qui vous a un peu dérangé ou quoi, ça va venir, hop, l'émotion, mais ça me rappelle quelque chose et là, ça me fait réagir. Et donc, en fait, c'est un encheminement comme ça de tous les petits engrenages qui vont, comme ça, faire réagir. Qui ensuite, bah, comment la réaction est, ça dépend du tempérament, de la personnalité. Ça va être un cri, ça va être l'isolement, je vais bouder, ça va être je vais hurler. Ça dépend de la personne. Mais donc, les personnalités, je sais tout. C'est intéressant aussi de savoir que derrière, on se dirait, mais elle en peut plus, elle croit qu'elle sait mieux tout le monde, etc. Alors qu'en fait, c'est très probablement l'opposé. Très probablement le besoin de prouver qu'on sait des choses, de montrer qu'on, en fait, le manque de confiance en soi qui vient faire qu'on veut constamment prouver, l'insécurité aussi. Est-ce que, moi, c'est la question que je vous pose, si vous comprenez pourquoi les gens agissent comme ça, est-ce que ça vous fait pas ressentir une espèce de compassion? Sans être dans la pitié non plus, hein. C'est pas le but de dire: «Oh le pauvre», non, mais d'être dans: ouais, je comprends, c'est pas cool». Je trouve que de comprendre ce qu'il peut y avoir derrière un comportement, ça vient, développer notre compassion, notre, empathie, notre tolérance, notre compréhension de l'autre aussi. Maintenant, Sonia, ça veut Sonia, juste une chose, de mon point de vue, oui, ça peut développer une certaine empathie vers l'autre personne, mais même si on comprend le pourquoi, parfois on peut ressentir quand même de la colère envers elle. ah oui, ah mais oui, mais complètement. Mais c'est comprendre, ça veut pas dire qu'on est chez les bisounours, hein. Ah c'est 2 ch c'est 2 choses complètement différentes. Il y a des choses, que je peux des comportements en analysant la situation et l'environnement dans lequel la personne est, donc la perception que l'autre peut avoir, je peux comprendre ce qui mène à une certaine réaction. Ça veut pas dire que ça me dérange pas, ça veut pas dire que j'accepte, ça veut pas dire que ça m'agace, ça veut pas dire que ça m'énerve. Ah non, c'est 2 choses complètement différentes. Ouais, d'accord, d'accord. Merci. De rien. Hem, OK. Ça, c'était ce que je voulais dire pour le collègue. Pour le confronter à un supérieur, le truc un peu touchy. Confronter un supérieur, évidemment, on peut pas se permettre forcément le même genre de familiarité. Bon, bah, voilà, tout simplement, c'est un peu les lois, les règles un peu, du business. Le confronter à un supérieur, il y a des choses pour moi, le point central, disons, qui va être différent par rapport aux collègues, c'est que si vous arrivez dans le bureau de votre supérieur avec un problème, vous devez arriver avec une offre de solution. Même si la solution, elle est pas faisable, même si la solution, elle est pas, bon, concrètement idéale ou quoi, c'est pas grave, mais au moins vous arrivez avec une solution possible. Et vous n'êtes pas seulement la personne qui vient se plaindre: Ça marche pas, ça marche pas» et là, une liste de 3 mètres de long avec tous les trucs là qui fonctionnent plus. Débrouillez-vous, c'est votre job. Parce que non,
Non, non, non. En fait, le job du manager, c'est pas résolution de problème. Enfin, ça fait partie évidemment de gérer comment est-ce que l'harmonie peut bien se passer, dans l'équipe, mais son focus, c'est en plus surtout peut-être qu'il saura pas en fait quoi faire. Encore aujourd'hui, j'écoutais un podcast de Pauline Léniaud, l'ancien CEO, de grandes maisons de champagne, mais il savait pas. Il disait lui-même, il savait pas humainement en fait, concrètement l'humain. Qu'est-ce que je fais moi quand il y a quelqu'un dans mon bureau qui arrive? Je me fais harceler, j'en ai marre. Il sait pas. Donc c'est à vous aussi d'être proactif, de montrer aux managers que vous êtes là, pas que pour casser, montrer, souligner tous les problèmes, mais aussi pour dire voilà, on a un problème, mais j'ai une idée pour régler ça. Ça, je vous le dis parce que je pense que moi, je pense que j'ai fait l'opposé en fait. J'ai vu que mon intention n'était pas forcément de rester dans l'entreprise. Je pense que dans les situations qui auraient demandé à ce que je propose une solution, pas mal de fois, j'ai plutôt râlé, plutôt que d'être justement dans ce que je vous dis. Donc faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, c'est un peu non mais, c'est vraiment et après coup, c'est en analysant en fait le déroulement de plusieurs situations, enfin, vraiment d'être dans une analyse du déroulement des choses où je me suis rendu compte que le manager, c'est quand je suis devenue médiatrice aussi, que je me suis rendu compte que tout ce que moi j'apprenais, mais aucun des managers ne le savait. Sinon l'issue des conflits aurait été bien différente. Donc, c'est d'avoir en fait vraiment une attitude constructive qui est faite, basée sur les faits. Donc encore une fois, soyez spécifique et factuel et qui soit vraiment axé sur la recherche de solutions. De vraiment montrer que vous êtes là, pas pour casser le ou la manager, mais pour aussi soutenir son travail. Hem et donc évidemment, l'idée aussi d'avoir une discussion avec un supérieur, à mon sens, c'est d'aller confronter le supérieur que quand vous sentez que vous allez être confiant ou confiante, d'une posture, assertive, donc affirmée et respectueuse et pas en fait à douter de: «Ah mais est-ce qu'il va me virer?» et cetera. Non, donc c'est un travail, j'ai conscience, c'est pas évident. C'est un travail surtout si vous êtes intimidé, si vous n'avez pas une relation, extra, avec, le chef ou la chef. Mais c'est important de préparer, quitte en fait à noter d'abord sur un papier, comme un speech en fait, comme, moi comme ma conférence là que je prépare, j'écris tout sur un papier et puis je répète, je répète, je répète devant un miroir jusqu'à ce que, ben, c'est voilà, ça devienne, comme, une poésie, répétée, répétée. Donc voilà. Nabila, je rebondirai sur ce que tu dis, juste après. Mmh, le, les petits points sur lesquels j'aimerais rebondir par rapport, à un supérieur, c'est s'il est contrôlant parce qu'il vient d'arriver sur le poste, il est nouveau ou elle est nouveau, hein, nouveau, nouvelle et du coup un peu ce truc: «Ah mais il faut que je sois sûre que tout soit bien fait» et cetera. C'est peut-être d'abord montrer, assurer que vous êtes tout à fait capable et puis avec le temps, ça devrait se détendre un peu. Voilà, si c'est vraiment le fait que la personne vient d'arriver sur le poste, ça devrait se détendre en fait, voilà, au fur et à mesure. Plus la personne le nouvel manager va voir que les choses se font bien, plus, voilà, il va voir que pas à regarder tout, à moindre degré de taille, quoi. Un manager qui est incompétent dans le sens où oui, il y a peut-être d'autres départements qui reçoivent des trainings, des séminaires pour se développer, qui font des réunions beaucoup plus régulièrement, des points biannuels ou des points annuels pour, voir un peu l'évolution des progrès et cetera et que vous, en fait, vous n'avez pas tout ça, vous trouvez que vous manquez de ces choses-là et que vous pensez que ça pourrait vous aider pour votre développement. C'est dans ce sens-là que je dis incompétent. Hem, c'est
finalement, en parler directement, l'idée, c'est voilà, c'est de pas faire aussi des choses, une grosse montagne quand ça ne l'est pas forcément. C'est proposer d'implémenter des choses, vous voyez? De pas hésiter, en fait, encore une fois, être proactif, proposer d'implémenter des choses. Hem, le micromanager, c'est évidemment que ce soit contrôlant ou micromanager, ça c'est toujours, je pense, aussi intéressant de donner des feedbacks réguliers. Par exemple, si vous avez un supérieur qui est toujours du temps à toutes les heures: «Là alors, c'est bon le rapport? Alors c'est bon, tu as fini?» Bon, vous savez, ça devient vite agaçant et donc de pas hésiter à justement mettre donner des feedbacks, régulièrement en fait, pour prévenir que la personne vienne nous demander à chaque fois. Donc, oui, je suis encore en train, je termine, la deuxième partie. Oui, je suis en train de faire la conclusion. Je te le donne dans 1 heure et donc la personne, en faisant ça, ne devrait pas en fait se sentir obligée d'aller regarder par-dessus votre épaule: «Alors, tu en es où? Tu fais quoi?» Non. Donc ça peut être, quelque chose d'intéressant à essayer. Le cas d'un manager qui n'est pas éthique et donc potentiellement qui vous demande de violer certaines règles, éthiques, et qui vous mettrait en porte-à-faux, au niveau aussi de la justice. À un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est, finalement aussi, de s'offrir cette liberté de pouvoir changer d'endroit, de ne pas avoir à supporter, tout parce que c'est à quel prix et de s'offrir et de se donner de se faire cette faveur, en fait, de commencer à regarder d'autres offres, d'autres emplois, d'autres entreprises pour le même emploi, enfin, ou un autre département. Si c'est spécifique à ce département dans l'entreprise, ben, peut-être aller dans un autre département de la même entreprise, mais de pas penser, en fait, que si je quitte mon job, il y a plus de vie. Enfin, il y a plein de facteurs à considérer évidemment, dont financiers, mais je pense qu'il y a vraiment cette peur, en fait, absolue de tout changer, de quitter une situation et d'être prêt, du coup, à accepter, tout, ou quasiment tout, plutôt que de se faire une faveur et de se dire: «Bah, à un moment donné, si, moi je me sens, en fait, en danger, bah, je pars, quoi». Donc évidemment, il y a un calcul de risque à prendre et cetera, mais c'est aussi de se faire cette faveur que d'avoir vraiment conscience qu'il y a une vie aussi en dehors. Il y a pas que cette entreprise, il y a pas que cette équipe-là. Il y a aussi autre chose. Donc voilà, c'est en dernier recours vraiment, c'est aussi quelque chose à avoir en tête, par rapport à ça. Hem, Nabila qui du coup nous disait: «Quand le manager est là pour vous casser, c'est pas simple». Hem, le Je suis en train de réfléchir. Parce que je pense que ça la grande question, en fait, c'est vraiment: «Qu'est-ce que je suis prêt à accepter ou pas?» Alors, est-ce que déjà le manager, c'est quelqu'un qui va rester ou c'est une rotation sur, tu vois? Est-ce que je suis prête à faire, à sacrifier, disons, un certain temps, parce que je sais que dans 2 ans, c'est quelqu'un d'autre qui arrive? Ou est-ce que, c'est quelqu'un qui est là, qui va rester et puis là, moi, je peux plus, donc et encore une fois, si c'est un comportement qui est dérangeant, c'est de pas hésiter à aller parler à ce manager-là en disant ces mots très simples: «Ce comportement doit cesser», tu vois? Oui et la rétention d'informations. Mais qu'est-ce qu'il y a, Martine, qu'est-ce qu'il y a derrière la rétention d'informations? Question, pour un champion. Qu'est-ce que retenir l'information, hem, révèle de l'autre, en fait? Tu dis: «A peur», donc oui, c'est une première réponse, mais quel sentiment autre? Complexe d'infériorité, oui, donc manque de
Confiance en soi, parfait. Et donc manque de confiance en soi, souvent, c'est très intimement lié avec un sentiment d'insécurité. Bah, bien sûr. Oui, et manque d'estime de soi, ça c'est souvent aussi de pair, hein, avec le manque de confiance en soi. Et donc, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'avoir une discussion, de confronter, là, c'est tout ce que je viens de dire, confronter la personne avec justement l'empathie, la compréhension, rassurer l'autre que moi je suis très bien dans mon job, j'ai pas envie de prendre ta place, tout va très bien. Donc si tu veux, ça, ce sont des stratégies de défense, retenir l'information parce qu'on se dit que quelqu'un va nous voler notre place, et cetera. Ça, c'est des stratégies de défense qui ont pu être acquises. Alors, souvent je dis c'est intéressant de voir un peu dans l'enfance ou les stratégies qu'on a pu adopter au fur et à mesure des années. C'est aussi tout à fait possible que ce soit quelque chose d'assez récent dans le milieu propre, dans le milieu dans lequel tu es. Pour Parce que la personne voit peut-être que c'est hyper concurrentiel, que c'est un peu, requin tout ça et enfin le ressenti de la personne et que du coup, la personne se dise: «Bon, bah, je vais pas trop en dire parce que je sais pas qui va vouloir me bouffer». Donc ça, c'est aussi, quelque chose qui peut être développé selon un environnement dans lequel on évolue. Je parle souvent de l'enfance et des schémas qu'on a pu acquérir pendant l'enfance, pour se protéger, qui sont en fait retransmis, enfin recalqués jusqu'à l'âge adulte. Mais il y a aussi des comportements qu'on développe, selon le contexte en fait dans lequel on est en train d'évoluer. Et donc évidemment que si on évolue dans un environnement qui est hyper compétitif, qui fait pas de cadeaux, bah, on va adopter des stratégies pour survivre en fait, tout simplement, ne pas devenir complètement dingue à un moment donné et se détruire quoi. Donc du coup, on adopte des stratégies un peu de survie pour faire face à ce genre d'environnement. Donc c'est intéressant toujours d'essayer de comprendre ce qui peut se cacher derrière le comportement parce que quand vous allez confronter la personne et je vous encourage toujours, si c'est possible de le faire d'une façon sécuritaire, de le faire. Quand vous allez confronter la personne, c'est toujours important d'avoir en tête de justement des qu'est-ce qui pourrait expliquer que la personne réagisse comme ça? Parce que votre focus essayez, parce que votre focus, il sera plus sur: «Tu fais ci, tu me dis ça, c'est toujours, comme ça avec moi, j'en ai marre» et cetera. En fait, ça va pas être sur vous, mais le focus, il va être sur: «Écoute, ça fait plusieurs fois que tu retiens l'information et j'ai l'impression, j'ai le sentiment que ça t'inquiète que j'ai envie de prendre ton job, mais rassure-toi, c'est pas du tout le cas. Je suis très heureuse là où je suis, et cetera. Et peut-être que ça suffira en fait à déjà relaxer, les choses. Mais il faut essayer de vraiment s'habituer en fait à confronter les gens. Je pense qu'on est beaucoup aussi dans un mécanisme de fuite parce qu'on a peur de subir des conséquences, et cetera. Mais il y a beaucoup plus de mérite, enfin de mérite, il y a beaucoup plus de valeur dans le sens, les résultats sont beaucoup plus, précieux si vous allez confronter la personne avec laquelle vous avez une difficulté et que les choses se passent bien. Vous voyez? Ouais. Alors, Nabila, est-ce que tu as une piscine, personne hyper conflictuelle? Hem Moi, je t'avoue, ça me désole quand je lis ça parce que c'est,
je suis un animal à sang-froid. Alors, moi, je suis déjà en train d'analyser un animal à sang-froid. Qu'est-ce que c'est? C'est un reptile, du coup, mais en fait, les reptiles, mais c'est hyper instinctif, c'est hyper primaire, donc ça réagit vachement sur l'instinct. Non, non. Donc du coup, c'est du coup complètement contradictoire finalement. Tu pourrais l'avoir avec la définition propre de l'animal à sang-froid finalement. Non. Blague à part, en fait, moi, je trouve ça désolant parce que je me dis, mais la personne, non seulement, bah, elle te blesse, d'accord, c'est une chose. Toi, tu vas t'en remettre. Je veux dire, au pire, tu quittes en fait l'endroit, quoi. Cette personne-là, elle va vivre avec elle-même toute sa vie, quoi. Donc, oui, si tu veux, Nabila, vas-y, si tu veux développer. 30 secondes, voilà. Juste pour préciser les choses. Effectivement, là, en l'occurrence, c'est dans le cadre d'une expérience en mairie, pour tout vous dire. Et Dieu sait qu'il y a des exemples, même dans mon entourage, pour tout vous dire, j'en ai pas mal. Le problème est là, c'est qu'en fait, cette personne, quand vous dites, effectivement, j'entends ce que vous dites, qu'il faut parler, dire les choses. Moi, je l'ai toujours fait. Personnellement, j'ai toujours pensé qu'il fallait quand même s'exprimer, dire ce qu'on pense, mettre des limites quand il faut, parce qu'autrement, effectivement, après, il ne faut pas se plaindre s'il ne se passe rien, si on n'essaye pas au moins de s'exprimer, ne serait-ce que pour soi, voilà, pour pouvoir dire les choses. Et donc, moi, je l'ai toujours fait, que ce soit un collègue, que ce soit un supérieur hiérarchique. Et là, en l'occurrence, bon, j'étais en position de me défendre parce que j'avais en plus, pour mon malheur, plusieurs personnes qui se plaignaient de moi, qui s'étaient liguées, parce que là, c'est encore un autre cas de figure, tout simplement parce que je ne voulais pas suivre un mouvement de charge de travail très importante que j'avais fait pendant un temps et où j'avais dit stop, ce qui amène souvent à des burn-out. Malheureusement. Donc moi, pour le coup, j'avais essayé de stopper ça, comme les collègues en question, qui étaient 2, continuaient à le faire, ne comprenaient pas que moi, je le faisais plus, donc se sont plaints de moi, du fait que je refusais donc de le faire, au bout d'un certain temps. Et donc, ce directeur-là a pris donc le parti de me dire: «Bah, écoute, il y a plusieurs personnes qui me disent que voilà, c'est toi, en gros, la personnalité difficile», parce que je refusais, finalement de ne plus jouer ce jeu-là, de la charge de travail trop importante et finalement de rappeler à la loi que j'ai un contrat de travail, qu'au bout d'un moment c'était excessif et que bon, voilà, je ne pouvais pas suivre, même physiquement. Donc en fait, j'étais en position de me défendre face à cette personne-là qui n'était pas du tout dans l'écoute, contrairement à ce qu'on pourrait attendre justement normalement d'un manager. Et c'est là où d'ailleurs j'ai compris dans cette expérience-là qu'en réalité le management, à mon avis, d'ailleurs j'ai mis une référence dans le chat, Oui. n'est pas bienveillant, malheureusement, en France en tout cas. Je pense que c'est pas qu'en France d'ailleurs, parce que je pense que c'est un phénomène assez global, mais en fin de compte, les managers ne sont pas formés à la bienveillance ou en tout cas à l'écoute active, dans le sens où cette personne-là me répond à tout ce que je lui disais pour expliquer la situation, à savoir que moi, tout simplement, je m'étais contentée, sans hurler ni rien, de dire: «Bon, bah là, effectivement, j'arrête, j'ai fait mon travail, j'ai fait le maximum, je ne peux pas faire plus». Et et donc cette personne-là refusait d'entendre que peut-être que le harcèlement venait des 2 autres personnes en question. Mais en plus, elle avait cette incapacité, comme vous dites, à faire preuve d'empathie et sa réponse m'a glacé moi-même le sang. Pour le coup, je me suis dit: «Effectivement, là, j'ai affaire à quelqu'un qui est incapable d'être dans l'empathie, qui en plus le revendique», hein. Donc il y avait une certaine, malveillance dans cette façon de le dire et dans les mots même de dire: «Bah, je suis un animal à sang-froid», pour préciser tout simplement, ça voulait dire: «Bah, moi, en fait, ce que ce que tu vis, ce que tu ressens, ça ne me fait absolument rien, quoi. C'est-à-dire, je ne ressens rien». Voilà, donc il revendiquait le fait de ne rien ressentir. C'est là où c'est compliqué, de pouvoir justement s'expliquer. Donc effectivement, j'ai fini par partir et quitter ce poste parce que, bah, oui, là, quand on est face à un mur et à des gens qui, en plus, se liguent dans une méthode de harcèlement, bon, voilà, et que quand, en plus, on a un supérieur hiérarchique qui vous répond ça, bon, bah, vous savez que cette personne-là, ne sera pas bienveillant, qui de toute façon, en gros, ça veut dire, voilà, ce que tu peux vivre au quotidien ou même ce que tu dis, je ne veux même pas l'entendre et en plus, ça ne me fait absolument rien. Donc il y a une certaine cruauté dans cette façon de répondre aux gens. J'ai trouvé très déplacée. Bon, voilà et puis après, voilà, c'est juste pour préciser, mais pour tout vous dire, bon, depuis, voilà, je suis passée à autre chose, mais effectivement, c'est une expérience qui a mené à un burn-out pour ma part
Et je pense que c'est malheureusement ce genre de cas de figure qui mène souvent à des burn-out parce qu'il y a pas d'écoute, parce qu'en plus de ça, on refuse de suivre, comment dire? Un mouvement qui est déjà à l'origine qui est malsain, quoi. D'accord. Voilà. Bah, c'est très intéressant, ce que tu partages, merci. Moi, ce que j'entends, il y a plusieurs choses, en fait, que j'entends. Déjà, le malheureusement, tu pas tombé, tu vraiment là, tombé dans le truc, qui s'applique pas trop à ce que je raconte aujourd'hui parce que dans ce que tu me dis déjà, tu me parles du manque d'empathie. S'il y a une chose qui caractérise les personnes dites d'hyperconflit, c'est justement le manque d'empathie. Et donc, je peux t'assurer, tu pourras essayer tout ce que tu veux pour venir titiller la bonne empathie de l'autre, faire comprendre, mais tu comprends, mais ceci, j'ai envie de dire que dalle. Mais vraiment, hein, c'est du vécu. T'as beau utiliser toutes les stratégies qui viennent un peu connecter, parce que c'est comme ça, l'humain, comment il connecte? Il connecte avec l'empathie, avec le ressenti. Et les personnalités d'hyperconflit, elles ne connectent pas. Et donc, en fait, t'as pas l'empathie. Donc, toi, si tu veux, c'est comme si tu avais essayé en fait, c'est comme si tu avais essayé d'attraper le poisson avec ta ligne de pêche, là, mais que tu n'avais pas mis l'asticot au bout. En fait, ça marche pas. Enfin, ou l'occurrence, tu as mis un asticot, puis le poisson, en fait, c'est niveau autre chose, tu vois. Enfin, la connexion, elle se fait pas. Donc, ça ne m'étonne pas, en fait, si c'est dans le même, un peu le même contexte dont tu me parlais tout à l'heure. Visiblement, c'est un endroit où il y a plusieurs personnes un peu de ce genre-là. J'ai envie de dire, après, les personnalités d'hyperconflit, elles se retrouvent souvent en fait dans des positions hiérarchiques élevées parce que, sans citer certains dirigeants, hein, mais parce que le leader, enfin le leader mal employé, le leadership, disons, négatif, mal employé, c'est cette position de force et de pouvoir, en fait, qui les attire. Alors, pas toutes, hein, ça c'est une personnalité d'hyperconflit qui, par exemple, est narcissique. L'hyper narcissique, lui, il va vouloir justement être mis en avant constamment, être applaudi, etc. Donc oui, il va être dans des rôles de manager, directeur, etc. Pas étonnant. N'attends pas de l'empathie, aucune empathie, parce qu'ils n'en sont pas capables. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils n'en sont pas capables. Après, tu as tout un tas d'explications, hein, enfance, tempérament, psychologie, expérience, trauma, etc. La deuxième chose qui me venait en tête, c'était quand tu me disais, ça me reviendra, il y avait autre chose. Le livre que tu as partagé, ma mère me l'avait offert, j'ai commencé à le lire. Et en fait, oui, j'ai trouvé le parallèle très intéressant. Alors, il faudrait que je lise en entier pour me faire un avis. Je trouvais le parallèle très intéressant entre la construction du nazisme et la construction du management moderne et le nazisme. Pour les personnes qui seraient intéressées par le sujet, c'est en gros la grande ligne du livre. Ah oui, Nabila, tu me disais, il le revendiquait. Il revendiquait d'être comme ci, comme ça. Question pour toi, qu'est-ce que pourrait dire, qu'est-ce que tu pourrais comprendre de l'autre, qu'est-ce que l'autre dirait de lui en revendiquant un comportement agressif ou inadmissible? Pourquoi la personne se sent comme ça, l'obligation de revendiquer? Qui pourrait donner une réponse par rapport à ça? Une proposition? Personne? Quand on a un comportement comme ça,
Alors, je rappelle, là, on est sorti du contexte des personnes difficiles, hein, parce que ce que Nabil a dit, pour moi, en ayant juste un écho de ce qu'elle me raconte par rapport à ce que je peux entendre, c'est pour moi de l'hyperconflit. Donc, ça s'applique, ça se gère différemment. Quand on est dans ce genre de situation, la personne n'est pas capable d'empathie, donc la personne, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle comprenne ou qu'elle conscientise des choses. Par contre, la personne est capable de voir son reflet chez l'autre. Donc, si la personne voit que tu lui renvoies un truc dont il n'est pas capable de faire ou d'être, sa stratégie, qu'est-ce que ça peut être? D'accentuer ce qu'il fait déjà. Repense à un ado. On a tous été ados ici, certains plus difficiles que d'autres. Un ado, quand tu as les parents qui viennent lui dire arrête ta crise, ça, tu vois, ça se fait pas, ceci, cela. Un ado, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va claquer la porte. Oui, mais de toute façon, moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Je pars d'ici, j'en ai marre. C'est un peu extrême. Mais c'est l'idée, c'est qu'en fait, la personne qui n'est pas capable, parce qu'elle voit qu'elle n'arrive pas, qu'en fait, elle ne le peut pas, et que ça va probablement venir titiller un sentiment de frustration parmi beaucoup d'autres émotions, eh bien, c'est en accentuant que le comportement déjà existant et que la personne va pouvoir justement se sortir de cette situation. Sinon, tu la bloques en fait. Tu demandes à quelqu'un qui n'est pas capable d'empathie d'en avoir. Ben, en fait, tu vois, la personne, elle est bloquée. C'est un lieu en cage là. Il n'y a pas d'issue possible. Et donc, c'est en rougissant, pour rester sur l'image du lion, c'est en rougissant encore plus fort que l'issue arrive. Donc si en fait, je connais pas cette personne, donc évidemment je ne fais pas de diagnostic ou quoi que ce soit, mais c'est une proposition d'analyse du comportement que je donne, hein. Donc faites-vous votre propre idée. Et Nabila, tu es la mieux placée, l'experte de ton expérience, c'est toi. Donc ce que je te donne, c'est à prendre ou pas, hein. C'est juste une proposition, mais c'est pour te donner derrière derrière l'incompréhension du mais revendiquer ce con, eh ben, c'est que justement, il n'avait pas d'issue possible. Tu lui demandais quelque chose dont il n'était pas capable. Et donc ça, c'est gérer ce genre de situation hyper conflictuelle, ça, moi, je le développe en cours. Je ne veux pas le développer ici, parce que ça demande un peu de temps quand même. Mais c'est quelque chose qui se fait différemment de gérer juste une personnalité difficile comme un collègue voilà, qui parle tout le temps trop fort au téléphone ou un chef qui n'arrive pas à modérer le temps des réunions. Enfin voilà, ça, c'est difficile. Ce que Nabila raconte, ça, c'est de l'hyper-conflit. Tu peux pas gérer ça de la même façon, c'est pas possible. Donc, si mon cours est quelque chose que tu penses qui pourrait être intéressant par rapport à ça, je te mets juste le lien là. Ah, je crois qu'il s'est pas mis. Ouais, ça n'a pas marché. Le cours en question, là, je démarre en janvier. Je le rouvre de nouveau en avril. Et je propose des appels découvertes s'il y a des questions, de demandes, des précisions, des choses comme ça par rapport au cours. Je propose des appels gratuitement pour en parler. Mais voilà, par rapport à ça, je vais finir de lire les commentaires.
Alors Martine qui parle de perversion narcissique et donc du coup perversion narcissique, Martine, c'est aussi de l'hyperconflit. Mais c'est une, je pense qu'en ayant fait du coup en ayant étudié pour devenir experte en hyperconflit, je pense que c'est vraiment une tendance générale en fait qui a alors heureusement qu'il y a des entreprises dans lesquelles c'est pas comme ça, mais il y a c'est de plus en plus courant en fait, la tendance tout simplement. Le Voilà, alors Nabila, mais encore une fois, oui, qu'il ne culpabiliserait pas. Hem, mais encore une fois, là, tu vois, tu utilises le mot culpabiliser et le sentiment de culpabilité tu ne peux pas, hem, tu ne peux pas utiliser ce vocabulaire pour caractériser une personne d'hyperconflit. Notamment, Martine a un très, très bon point ici, notamment parce que le fait de se remettre en question n'est pas possible. Et que si tu le mets face à cette remise en question, tu risques de susciter une colère parce que en fait, tu le mets face à un mur et qu'il n'y a pas d'issue. C'est le fameux pensez toujours en fait. Alors j'ai des images très fauves et animales aujourd'hui, mais pensez vraiment à ce lion, un animal blessé. Comment il réagit quand il se sent coincé? Est-ce que vous croyez qu'il va dire mais oui, viens, guéris-moi? Pas du tout. Un animal blessé, il va devenir encore plus agressif si vous essayez de le coincer. Bah là, c'est pareil. Donc, la façon dont vous pensez n'est pas la même que la façon dont eux, ils pensent. Vous allez penser, essayer de faire comprendre, essayer tu vois, de montrer un peu d'empathie, d'expliquer le ressenti, etc. C'est pas possible. Tout simplement parce qu'ils n'en sont pas capables. Parce que leur cerveau, leur programmation interne, elle est faite différemment et on ne du coup, ne peut pas approcher les choses de la même façon et donc c'est pour ça, là où ça va être hyper intéressant, c'est avec les personnalités d'hyperconflit, c'est le rester factuel et spécifique. Tu vois? Là, ça va être hyper intéressant. Alors, une forme d'atteinte psychiatrique, je pourrais pas te dire, non seulement parce que, bah, je peux pas, je suis pas formée pour, je peux pas non plus donner de diagnostic et puis surtout, un diagnostic psychiatrique, comment c'est fait? C'est fait, avec une batterie de tests qui est fait par un psychiatre, formé pour faire ces tests et donc du coup, tu ne peux pas en fait te dire dès qu'il y a un mec qui va te hurler dessus sans raison, ça y est, il a un problème psychiatrique parce que c'est pas vrai. En réalité, tu as des milliers de personnes hyper conflictuelles qui sont pas, avec des problèmes psychiatriques et tu en as des milliers qui ont des problèmes psychiatriques et qui ne font pas de mal à une mouche et donc tu peux pas corréler les 2 en fait. Ça, c'est certain. Non, je comprends bien, mais je revenais sur le point de Nabila sur la phrase c'est un animal à sang-froid. Pour moi, typiquement, c'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie, qui ne se met pas à la place des autres, qui ne se remet pas en question, etc. C'est dans ce sens-là, tout ce schéma-là de personnalité qui, pour moi, me faisait penser un petit peu, alors je sais que le terme est un peu trop galvaudé en ce moment, mais me faisait penser un peu à une personnalité perverse narcissique, une personnalité en tout cas toxique, et ces gens-là, enfin, de mon point de vue, c'est très très difficile d'arriver à quelque chose. Et effectivement, quand on les confronte à leurs propres difficultés ou quand on veut les faire se remettre en question, ils sont même pas en colère, ils sont enragés, littéralement. Donc,
C'est garde bien en tête qu'une personnalité d'hyperconflit, elle a toujours des émotions extrêmes. Il y a il y a plusieurs caractéristiques pour dire que c'est une personnalité d'hyperconflit. Et donc, ça te renseigne sur le fait de que la situation demande plus de subtilité que juste régler un différend. Et les émotions extrêmes, ça en fait partie. Donc, garde bien ça en tête. Le terme de la perversion narcissique, enfin, je suis un peu d'accord, je suis d'accord avec toi. Je trouve que le terme est un peu mal utilisé et je l'utilise jamais parce qu'en fait, pour moi, être pervers et narcissique, ça veut, ça veut dire quelque chose, mais c'est pas, être pervers, c'est une chose, être narcissique, c'est une chose, et le narcissisme, on en a tous. Heureusement, parce que sinon, je veux dire, voilà, c'est aussi ce qui nous Mais permet d'avoir un peu de charisme, etc. le terme pervers, pardon, excuse-moi. Le terme pervers, pour moi, c'est une personnalité qui cherche à te rabaisser, qui cherche à te détruire, qui cherche à te mettre plus bas que terre et à te faire perdre ta confiance en soi, et etc., etc. Je pense que c'est plus dans ce sens-là, le terme pervers narcissique. Mais là, effectivement, c'est un vrai terme psychiatrique avec des vrais critères, etc., etc. On ne peut pas dire ça de tout le monde et de n'importe qui. Bon, il y en a qui en ont un peu les traits, mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont forcément des pervers narcissiques. Mais ce sont des gens qui sont quand même manipulateurs et qui veulent te détruire et qui veulent tout ça. Et je pense que dans l'entreprise, malheureusement, on a un peu parfois ce genre de personnalité toxique qui veulent te rabaisser, te mettre plus bas que terre, te faire perdre confiance en toi, simplement pour se valoriser eux, en fait. Oui. Oui, bah oui, parce que comment tu fais en fait si tu veux grimper plus haut, mais que tu es trop petit? Bah, en fait, tu vas prendre quelqu'un d'autre, tu vas monter sur son dos pour aller plus haut. Bah là, c'est un peu la même idée en fait. C'est que les personnes qui sont pas capables de s'élever elles-mêmes, elles vont garder les autres un peu plus bas pour toujours se sentir plus haut. Mais Plutôt qu'en fait, ça, c'est être arrivé à son niveau d'incompétence, en fait. Quand on ne peut pas s'élever plus haut, c'est... je sais pas, parce que tu peux tout à fait être compétent à un certain niveau, mais si disons qu'il y a quelqu'un qui est peut-être plus doué ou plus bosseur et qui arrive plus haut, c'est là en fait que ça coince, mais ça veut pas dire que t'es pas forcément que tu es incompétent. Il y en a un qui est peut-être un peu meilleur. Et en fait, il y a des cas, des personnalités qui ne supportent pas en fait ce shift-là et qui vont venir exprès garder tout le monde plus bas pour rester plus haut. Ouais. Bon, ça, c'est très courant. Personnellement, je pense que ça ne peut pas durer sur le long terme. En fait, il y a forcément un moment donné où ça vient, malgré tout, créer un Oui, clash, mais en fait. ce sont quand même des personnalités qui elles-mêmes ne peuvent pas grimper plus haut, parce que si elles grimpaient plus haut, ça ferait de la place pour ceux d'en dessous pour grimper aussi. Donc, ce sont des personnalités qui ont du mal à grimper plus. C'est dans ce sens-là que je dis un peu, Oui, pas oui, oui. incompétence, mais c'est des personnalités qui n'ont pas la possibilité elles-mêmes de s'élever et donc, du coup, de faire ceux d'en dessous, de les faire s'élever aussi, quoi, par la même occasion. Oui, et puis c'est sûr qu'il y a ce schéma un peu qui peut être adopté, voilà, soit très tôt, soit avec les années, qui est de pour s'élever, j'écrase les autres. Pour garder le pouvoir, j'écrase les autres. Après, est-ce que c'est fait de façon consciente ou pas? Là, c'est 2 cas de figure différents. Si c'est fait de façon consciente, on arrive sur quelque chose d'un peu plus psychologique. Si c'est fait de façon inconsciente, c'est un schéma en fait, qui a été acquis pendant plusieurs années, oui. Et puis, bon là, dans les 2 cas de figure, c'est problématique évidemment. Ouais, ouais. Est-ce que, il y a des questions par rapport, à aujourd'hui? Je suis contente parce que vous avez donné pas mal de matière à discuter, donc ça, c'est vraiment chouette pour avoir un peu que ça nourrisse aussi, le meet-up, hein. Est-ce qu'il y a des questions par rapport, à ce que j'ai partagé, par rapport, à voilà, à ce que les filles ont dit?
Donc gardez bien en tête que c'est pas parce qu'il y a une personne avec qui c'est difficile au travail que ça va être une personne qui soit, hyper conflictuelle, soit un problème, psychiatrique. Non, heu, quand même pas, heureusement. Mais Non, non, mais t'as- c'est tu as important bien fait de prendre. le distinguo entre les personnes difficiles et les personnes hyper conflictuelles. Il y a vraiment une vraie scission entre les deux, quoi. Oui, oui. Mais je t'en prie Marouane, à la prochaine du coup. Bonne semaine. Oui, il y a vraiment une différence entre les 2 et c'est hyper important d'en avoir conscience. Moi, je me suis formée pour ça justement parce que je me suis rendu compte que la médiation avait ses limites à un moment donné. Tout simplement que j'avais, un conflit à résoudre avec une personne qui impliquait des traumas, des problèmes psychologiques et cetera et là, bah, les outils de médiation classique pour moi avaient vraiment une limite et donc du coup, j'ai cherché justement à en savoir davantage, et je suis tombée sur cette notion de personnalité d'hyperconflit. Donc c'est, aux États-Unis avec un institut que j'ai appris tout ça et justement, eux, ils entraînent finalement des entreprises. Donc j'ai fait un training là avant Noël pour une entreprise parce qu'ils travaillent avec des clients et que des fois ça voilà, ça déborde un peu et puis justement il y a des choses en fait à savoir pour ce genre de personnes dont on ne peut pas faire appel à leur empathie, c'est pas possible. Et donc il faut pouvoir comprendre comment eux ils fonctionnent pour savoir comment gérer la situation. C'est ce que je disais au début, c'est d'abord avant de faire le comment je gère, c'est de savoir de quoi on parle, de qui il s'agit, et ensuite on fait comment on gère. Tu vois? Bah, il y a une forme aussi de chez ces gens-là hyper conflictuels, une forme de sadisme aussi peut-être. Un plaisir à blesser l'autre peut-être. Euh, Pas forcément parce que le parce qu'en fait, si tu veux, souvent, c'est des personnes, qui ont, une personne conflictuelle, XY, par exemple, qui pourrait justement être devenue ou, des fois avoir juste un peu le tempérament à être hyper conflictuelle, alors que c'est pas parce que cette personne aime. On n'est pas dans la sociopathie où là, on aime faire le mal, pas Mmh. forcément. Heureusement d'ailleurs, non. Mais la personne hyper conflictuelle peut en fait aussi tout simplement être hyper conflictuelle de façon complètement inconsciente. Tu vois, ne serait-ce que d'être dans le schéma de victimisation en boucle comme ça et de pas en fait, avoir la conscience d'esprit de se remettre en question. En fait, si tu veux, se remettre en question, c'est une vraie capacité. Mmh. Si tu n'as pas cette capacité-là, en fait, tu n'as pas conscience que tu es hyper conflictuel. Et d'ailleurs, c'est les personnalités d'hyperconflit, tu ne peux pas leur dire, mais rends-toi compte de ce que tu dis, de ce que tu fais, parce qu'ils ne peuvent pas, tu vois. Mmh. Euh, alors, Mais Nabila, dans ce que disait Nabila sur, tu peux continuer à pleurer et je suis un animal à sang-froid, il y a enfin, moi j'ai un peu le sentiment quand même, dans ce cas-là précisément, et qu'il y a un peu un côté un peu sadique, quoi. On dirait presque qui prend plaisir à lui dire, «Ben, continue à pleurer ma cocotte, je m'en fous, quoi». Donc, ouais. Et il faut pouvoir aborder les choses d'une autre façon. mmh, Euh, Nabila, pour te répondre, alors du coup, bah, les méthodes ou les ressources que je peux recommander, bah, il y a mon cours déjà, évidemment, je vais en parler. Mon cours qui recense en fait vraiment toutes les outils qui peuvent être utiles pour faire face à ce genre de situation. J'ai un module dans mon cours, c'est sur 6 mois, et j'ai un module qui va être spécifique sur les personnalités d'hyperconflit et le genre de réponse à donner à ces personnalités-là. Maintenant, si avant, ou si mon cours, t'intéresse ou pas, ou si tu cherches juste une introduction à ce sujet-là, moi je peux te donner la référence du livre avec lequel, j'ai commencé, mais il n'est qu'en anglais et c'est, celui-ci de Bill Eddy qui s'appelle Beef Response.
Et donc ça t'apprend en fait, le bouquin est bien construit, tu as des petits exercices, ça t'apprend à répondre en fait à des emails agressifs, hostiles, etc. Donc ça, c'est un peu le point de départ. Et c'est quelque chose que je ne mets pas dans mon cours parce qu'en fait, je suis pas, vu que je travaille avec l'institut qui a créé qui a écrit ce livre. Et je ne suis pas autorisée à revendre en fait une méthode que eux ont créée, donc sans faire des affiliations, des choses comme ça, ce que pour l'instant je ne fais pas. Et donc du coup, je l'enseigne aux entreprises quand je fais mes trainings avec eux. Mais à titre individuel, pour mon cours, moi perso en ligne, je ne fais pas, mais il y a d'autres méthodes plus générales, etc. Mais tu peux déjà regarder ça. Non, en fait, j'ai cherché, à la base, je voulais l'offrir à ma mère. Et j'ai cherché, il n'y a pas de traduction. Et je leur ai demandé, parce que je sais qu'il y en a plein dans le groupe Meetup qui seraient intéressés d'avoir ce livre en français. Et la cofondatrice de l'Institut, je lui avais posé la question justement de savoir si elle avait pour projet d'éditer le livre en français. Et elle m'avait expliqué que non, par rapport en fait à la logistique, etc. Donc bon, pour l'instant, c'est pas projet. Mais par rapport aux personnalités d'hyperconflit, je n'ai que des livres en anglais en fait. Donc sinon, c'est mon cours en français. Voilà, mon cours en français. Pour le cours que je donne, moi, je vais bien plus loin que des petits exercices. Je fais vraiment là des mises en situation, être dans le contexte vraiment, de pouvoir vraiment voir ce que ça fait en fait dans une situation donnée, comment je réagis. Voilà. Mais oui, votre gestion émotionnelle est une pierre fondamentale de l'édifice dans la gestion de conflits et je vous redirige vers Alban qui est coach en gestion émotionnelle pour ça. Voilà. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais arrêter là. Évidemment, je serais heureuse de vous retrouver dans nos prochains meet-up. Il y a toujours ma newsletter aussi, hein, si ça vous intéresse de vous inscrire, je mettrai le lien. Et évidemment, mon cours aussi qui rouvrira ses portes en avril. Donc, n'hésitez pas à demander des informations si ça vous intéresse. Et puis, en attendant, je vous souhaite bon courage, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!